Bonsoir mes amis. Il y a des livres qui bouleversent notre regard sur la vie et qui transforment notre manière de comprendre le monde. Parmi eux, la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Ce soir, nous plongeons dans cette œuvre monumentale, dense, riche et fascinante. Ce livre est bien plus qu'une théorie, c'est un voyage. Un voyage qui retrace l'évolution de la conscience humaine, celle de chacun d'entre nous, depuis ses premières illusions jusqu'à son accès à la vérité absolue. Mais avant d'aller plus loin, que signifie absolu et vérité absolue chez Hegel? L'absolu, c'est pas la totalité du réel figé qui ne connaîtrait aucune évolution. L'absolu, c'est la totalité du réel dans son état actuel, mais aussi tout son développement qui lui a été nécessaire pour atteindre cet état actuel. On dit alors que l'absolu est la totalité du réel dans son mouvement. Ce rajout dans son mouvement permet d'intégrer la dimension du développement. Donc l'absolu, c'est la totalité du réel dans son mouvement, c'est-à-dire la totalité du réel dans son état actuel et le développement qui a été nécessaire à la totalité du réel pour atteindre cet état actuel. Notons aussi que l'absolu existe indépendamment du fait que la conscience le comprenne ou non. Quand on dit que l'absolu est dans son mouvement, ça signifie que son développement se fait dialectiquement. Autrement dit, il ne progresse pas de manière linéaire, mais en intégrant et en dépassant des contradictions internes successives. Chaque dépassement est une étape nécessaire pour arriver à l'état actuel du réel. Exemple, la montagne telle qu'elle se présente devant moi, c'est la montagne dans son état actuel. C'est la montagne. Mais la montagne dans son mouvement, ce n'est pas que la montagne dans son état actuel. La montagne dans son mouvement, c'est la montagne dans son état actuel et tout le développement de cette montagne qui lui a été nécessaire pour atteindre cet état actuel, à savoir les plaques tectoniques qui se sont rencontrées et bien d'autres phénomènes qui se sont déroulés auparavant. Donc il faut bien comprendre que l'absolu, c'est la totalité du réel dans son mouvement, c'est-à-dire la totalité du réel dans son état actuel et tout son développement qui lui a été nécessaire pour atteindre cet état actuel. Ça, c'est l'absolu. La vérité absolue, en revanche, est la compréhension achevée par la conscience de l'absolu, c'est-à-dire de la totalité du réel dans son mouvement, mais aussi de son propre parcours, du processus nécessaire qu'elle a dû traverser pour atteindre cet état de compréhension. Et oui, la conscience ne peut pas immédiatement posséder la vérité absolue. Elle ne peut pas comprendre l'absolu d'emblée. Pour y parvenir, elle a dû, elle aussi, traverser différentes étapes, se confronter à ses propres erreurs et dépasser ses illusions. Et donc la vérité absolue n'est pas seulement l'absolu tel qu'il est compris par la conscience, elle inclut aussi la compréhension achevée par la conscience de tout le processus nécessaire qu'elle a dû parcourir pour atteindre cet état de compréhension. Pour bien comprendre la vérité absolue, prenons l'exemple d'une connaissance figée. Aujourd'hui, j'ai cette personnalité et je la connais. Cette connaissance est une connaissance morte, c'est-à-dire une simple affirmation de l'état actuel de ma personnalité, sans en comprendre l'origine ni le parcours. Pour qu'elle devienne une connaissance vivante, deux autres choses sont indispensables. Premièrement, comprendre ma personnalité dans son mouvement, c'est-à-dire tout le cheminement nécessaire que ma personnalité a dû traverser pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Les tensions vécues, les conflits psychiques, les contradictions internes surmontées qui l'ont façonné. Deuxièmement, comprendre le processus nécessaire par lequel ma conscience a dû passer pour parvenir à saisir ma personnalité dans son mouvement. Ainsi, la vérité absolue ne se réduit pas à un simple résultat. Elle est la compréhension achevée par la conscience du résultat lui-même, c'est-à-dire de la totalité du réel dans son état actuel, mais aussi de son développement, c'est-à-dire de tout le processus qui a conduit le réel à cet état, et enfin de son propre parcours, du cheminement nécessaire qu'elle a dû traverser pour parvenir à cette compréhension. On comprend donc que la conscience n'atteint pas la vérité absolue dans l'immédiat. La vérité absolue se construit dialectiquement, via un processus où la conscience, en confrontant ses propres illusions et erreurs, intègre progressivement en elle la totalité du réel dans son mouvement, c'est-à-dire l'absolu, mais aussi son propre développement
c'est-à-dire le cheminement par lequel elle a dû passer pour en arriver là, et chose incroyable, jusqu'à finir par comprendre qu'elle fait elle-même partie du réel qu'elle cherche à saisir dans sa totalité. Et oui, on fait tous partie du réel qu'on cherche à comprendre, on y est tous inclus. Nous pouvons maintenant compléter la définition de la vérité absolue. La vérité absolue ne se réduit pas à la compréhension par la conscience d'un simple résultat. La vérité absolue est, premièrement, la compréhension achevée par la conscience du résultat lui-même, c'est-à-dire de la totalité du réel actuel. Pensez à la montagne qui se trouve devant moi. Deuxièmement, la compréhension achevée par la conscience du développement de la totalité du réel jusqu'à ce jour. La montagne qui se trouve devant moi est issue de la rencontre de plaques tectoniques, entre autres. Troisièmement, la compréhension achevée par la conscience de son propre parcours pour parvenir à cette compréhension. Pour comprendre la montagne dans son mouvement, il a fallu apprendre la géologie. Quatrièmement, la prise de conscience de la conscience qu'elle fait elle-même partie du développement du réel et du réel dans son état actuel. On a par exemple construit des routes sur cette montagne pour monter au sommet, on a agi sur elle, on l'a façonnée. Cinquièmement, la reconnaissance par la conscience que le réel ne cesse de se développer selon un processus nécessaire et que ce mouvement est la manière même dont le réel se réalise constamment. Tout ce développement était nécessaire pour que la montagne apparaisse telle qu'elle est aujourd'hui et ce développement continue. Voici un autre exemple pour bien comprendre la construction de la vérité absolue. Étape 1. Ma personnalité est ainsi aujourd'hui. Je l'ai bien cernée. C'est ce qu'on appelle la connaissance morte, car c'est juste un simple constat de l'état actuel de ma personnalité. Étape 2. J'ai bien cerné ma personnalité d'aujourd'hui, mais aussi tout son développement, ma personnalité dans son mouvement, c'est-à-dire toutes les illusions, les remises en question et tous les conflits par où elle est passée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Étape 3. J'ai compris tout mon parcours pour atteindre ce niveau de compréhension, notamment mes prises de conscience successives. Étape 4. Je comprends aussi que j'ai pu agir sur ma personnalité tout au long de son développement. Et oui, après avoir pris conscience de mes freins inconscients, de mes croyances de l'enfance qui n'étaient plus d'actualité, j'ai pu alors les dépasser en agissant dans le réel, par la praxis. J'ai donc eu, et j'ai encore, un rôle actif et prépondérant dans le développement de ma personnalité. Étape 5. J'ai pris conscience que tout ce développement auquel j'ai moi-même contribué fut nécessaire pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et surtout, j'ai compris que ce développement ne s'arrête pas là. Il est un processus dialectique en perpétuelle transformation, une dynamique nécessaire par laquelle ma personnalité continue de se réaliser. Ma personnalité est donc ainsi passée d'une connaissance morte, d'un savoir figé et immédiat, à une connaissance vivante de tout ce processus dialectique. Pour conclure sur l'absolu et la vérité absolue, précisons que l'absolu, tel que nous l'avons défini, est la totalité du réel dans son mouvement, indépendamment du fait qu'il soit compris par la conscience. En ce sens, il est en soi. Mais quand la conscience parvient à comprendre cette totalité, l'absolu devient pour soi. C'est-à-dire qu'il est désormais compris et pensé par la conscience. Et cette compréhension achevée de l'absolu par la conscience, c'est ce que Hegel appelle la vérité absolue. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que la conscience ? D'une manière générale, on peut déjà dire que la conscience est la capacité qu'a un sujet de se rapporter au monde et à lui-même. Se rapporter au monde, la conscience prend connaissance de ce qui l'entoure, elle perçoit les objets, les phénomènes extérieurs, les autres êtres humains. Elle n'est jamais un pur esprit flottant dans le vide, elle est toujours face à quelque chose qu'elle cherche à comprendre ou à appréhender. Exemple, quand on regarde un arbre, on a une conscience de cet arbre, il existe pour nous en tant qu'objet de notre perception. Se rapporter à elle-même, la conscience ne se limite pas à percevoir le monde extérieur, elle peut aussi prendre du recul sur elle-même, s'interroger sur ce qu'elle pense, sur ce qu'elle ressent et comprend. C'est la démarche introspective, démarche très souvent encouragée sur cette chaîne. La conscience ne fait donc pas que voir les objets, elle peut aussi s'interroger sur la manière dont elle les voit. Exemple, après avoir observé un arbre, on peut se demander ce qu'on perçoit vraiment. Est-ce que c'est l'arbre lui-même qu'on voit ou seulement une image de l'arbre reconstruite par nos sens et notre esprit? Dans ce cas, la conscience ne se contente plus de percevoir, elle analyse sa propre perception.
on dit qu'elle devient consciente d'elle-même. Chez Hegel, la conscience n'est pas statique, elle se transforme en évoluant. Comme on l'a vu, la conscience ne possède pas immédiatement la vérité absolue, mais elle cherche à l'atteindre en avançant par étapes successives. Chaque moment de son évolution la pousse à remettre en question ce qu'elle croyait être vrai, à surmonter ses contradictions, jusqu'à atteindre une compréhension plus profonde du réel et d'elle-même. Et donc chez Hegel, la conscience n'est jamais une entité isolée. Elle est en tension avec le monde et avec elle-même. Et oui, elle a ses propres conflits. Je vous en parle souvent sur cette chaîne. Sous l'angle de cette définition, le voyage de la conscience dans la phénoménologie de l'esprit repose sur 3 grandes étapes. Première étape, la conscience commence par croire que la vérité est extérieure à elle. Elle se définit d'abord par son rapport au monde, persuadée que le réel se donne à elle tel qu'il est, indépendamment d'elle. Deuxième étape, la conscience découvre qu'elle doit interroger et remettre en question sa propre activité de pensée et de perception. Elle prend conscience de son rapport à elle-même et réalise que la vérité ne peut pas être simplement observée. Elle est aussi produite par la pensée et la perception. Troisième étape, vous la connaissez, la conscience comprend enfin qu'elle fait elle-même partie du réel qu'elle cherche à connaître. Elle intègre progressivement que son évolution est inséparable du réel qu'elle tente d'appréhender. Ce cheminement, comme le décrit Hegel, n'est pas un simple enchaînement d'idées, mais un parcours nécessaire. À chaque étape, une illusion est dépassée, permettant à la conscience d'accéder à une compréhension plus profonde du réel, jusqu'à atteindre la vérité absolue. Vérité absolue que nous avons définie plus tôt dans cette vidéo. À ce stade de la vidéo, nous avons donc 2 niveaux de lecture du parcours de la conscience dans la phénoménologie de l'esprit. Le premier angle décrit l'aboutissement de ce parcours, c'est-à-dire l'atteinte de la vérité absolue. Le deuxième angle décrit les étapes du cheminement de la conscience pour arriver à cette compréhension ultime. On peut désormais organiser ces 2 angles en une progression unique, en montrant que les 3 étapes du second angle mènent progressivement aux 5 éléments du premier angle. Au départ, la conscience croit que la vérité est extérieure à elle. Elle pense que le réel se donne à elle tel qu'il est, indépendamment d'elle. C'est une phase d'extériorité, où la conscience se définit avant tout par son rapport au monde. Puis la conscience découvre que la vérité ne peut pas être simplement observée comme une donnée brute du monde extérieur. La conscience réalise qu'elle joue un rôle actif dans sa propre compréhension du réel. Elle commence alors à interroger ses propres structures de pensée et à comprendre que le réel ne lui est pas donné immédiatement par les sens. Enfin, la conscience atteint le dernier stade de son voyage. Elle comprend qu'elle fait elle-même partie du réel qu'elle cherche à connaître. Elle réalise que son évolution n'est pas extérieure au mouvement du réel, mais qu'elle en est une partie intégrante. C'est à travers ces 3 grandes étapes que la conscience parvient à la vérité absolue, qui est sa compréhension achevée du résultat lui-même, c'est-à-dire la totalité du réel, mais aussi sa compréhension achevée du mouvement de la totalité du réel, c'est-à-dire de son développement jusqu'à cet état actuel, mais aussi sa compréhension achevée du parcours qu'elle a dû traverser pour atteindre ce niveau de compréhension, mais aussi sa prise de conscience qu'elle fait elle-même partie du développement du réel et du réel dans son état actuel, tout en reconnaissant que ce développement est un processus nécessaire par lequel le réel se réalise constamment. La vérité absolue et tout le cheminement dialectique qui a permis d'y parvenir, c'est ce que Hegel appelle l'esprit. L'esprit chez Hegel n'est ni une entité figée, ni une abstraction immatérielle. L'esprit est avant tout un mouvement, un processus dynamique. L'esprit est à la fois la vérité absolue, qui est la compréhension de l'absolu, compréhension achevée par la conscience, avec tout ce que ça implique, et le processus dialectique qui a rendu possible cette compréhension. L'esprit est donc la vérité absolue dans son mouvement. Mais ce n'est qu'à la fin de cette vidéo que nous sentirons pleinement ce qu'est vraiment l'esprit. Et d'ailleurs, je compléterai ce schéma explicatif par une précision finale, qui apportera encore plus de clarté à cette définition. Dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel ne se contente pas d'exposer une théorie. Il raconte un voyage, celui de la conscience, à travers ses illusions, ses contradictions et son dépassement progressif vers une compréhension totale du réel. Et ce voyage, c'est précisément celui que nous allons entreprendre ensemble.
Vous savez, c'est pas en étudiant l'histoire que j'ai saisi le message de Hegel, mais en comprenant mon propre parcours. Et ce soir, c'est cette vision vivante et profonde de la phénoménologie de l'esprit que je souhaite partager avec vous. Ensuite, nous devons définir le mot phénoménologie. La phénoménologie, c'est l'étude des apparences, des manifestations d'un système à travers l'expérience, tout au long de son déploiement. Mais ce n'est pas simplement observer un système dans son état actuel. Ce n'est pas une photographie figée à un instant isolé de son évolution. La phénoménologie, c'est la connaissance vivante d'un système. Ça signifie analyser tout son parcours intérieur, comprendre comment il s'est transformé en se confrontant à ses propres limites et contradictions, et surtout comment il les a dépassées. Mais c'est pas tout. La phénoménologie, c'est aussi réaliser comment nous avons nous-mêmes contribué à son développement. C'est prendre conscience que nous faisons partie du mouvement qui l'a façonné. C'est comprendre que les tensions, les conflits et les transformations qui l'ont traversé étaient nécessaires. Et surtout, c'est voir que c'est grâce à ces tensions et ces dépassements qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est tout ça la phénoménologie. La phénoménologie de l'esprit est donc le récit d'un processus dialectique qui a permis à la conscience humaine d'atteindre la vérité absolue. Ce n'est pas un simple exposé philosophique figé, mais un cheminement dynamique où chaque étape de la conscience doit être vécue et dépassée pour que la conscience puisse accéder à une compréhension plus profonde de l'absolu. Mais attention, ce parcours n'est pas linéaire. À chaque étape, la conscience croit avoir trouvé la vérité, avant de se heurter à une contradiction qui l'oblige à aller plus loin. Chaque illusion dépassée est une avancée vers une connaissance plus aboutie. Hegel nous invite à suivre cette progression dialectique, où chaque erreur est remise en question, sont des passages obligés vers une connaissance plus aboutie de la totalité du réel, dans son mouvement. Pour comprendre l'œuvre de Hegel, nous devons aussi distinguer la pensée et la raison. La pensée, c'est l'activité de la conscience qui conceptualise, qui analyse et qui organise ses expériences. Mais la pensée n'est pas toujours rationnelle. Elle peut être influencée par des émotions, par des croyances inconscientes, par des habitudes ou encore par des perceptions immédiates, c'est-à-dire des impressions brutes, non soumises à un questionnement critique. La raison, en revanche, est une forme plus aboutie de la pensée dans son développement. Elle est même la pensée plus aboutie dans son mouvement. La raison cherche à structurer le monde selon des principes logiques et universels, à établir des lois et des systèmes cohérents. Mais cette nouvelle forme plus aboutie ne marque pas une fin. La raison continuera d'évoluer en intégrant de nouvelles contradictions qu'elle rencontrera à l'avenir. Chez Hegel, la raison est une étape clé dans l'évolution de la conscience. Mais la raison se heurte elle aussi à ses propres contradictions et illusions. Et oui, au départ, la raison croit pouvoir tout organiser selon des principes rationnels, mais elle découvre que le réel ne se laisse pas toujours enfermer dans ces schémas. Par exemple, si les équations physiques permettent de modéliser certains aspects du monde, elles ne suffisent pas à expliquer la totalité du réel, notamment du vivant, de l'histoire ou de la conscience elle-même. Mais paradoxalement, c'est la découverte de ses propres limites qui fait évoluer la raison. La distinction entre pensée et raison est essentielle pour bien comprendre comment la conscience évolue, pour bien comprendre pourquoi la simple pensée ne suffit pas, et pourquoi la raison elle-même doit être dépassée pour atteindre une compréhension encore plus profonde du réel. Dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel décrit un voyage en 7 grandes étapes, où la conscience évolue progressivement vers la vérité absolue. C'est ce voyage dans lequel nous allons pleinement nous engager dans cette vidéo. Première étape, la certitude sensible. La conscience croit d'abord que la vérité est dans l'immédiateté du monde extérieur. Mais elle découvre vite que toute perception est subjective, filtrée notamment par le langage, par la culture et par les croyances. Deuxième étape, la perception. La conscience tente alors de structurer le réel en catégories objectives. Mais elle découvre que ce qu'elle prenait pour des objets fixes et des lois universelles sont en fait des constructions de la pensée et de l'interprétation. Troisième étape, la force et l'entendement. À ce moment, la conscience cherche à expliquer le monde à travers des principes scientifiques et rationnels. Elle pense atteindre une vérité stable, mais elle réalise que les lois qu'elle établit
ne sont que des modèles et ne saisissent pas le réel dans sa totalité. Ces 3 premières étapes décrivent le rapport au monde de la conscience. 4e étape, la conscience de soi. Frustrée, la conscience se retourne alors vers elle-même, rapport à soi. Mais elle découvre qu'elle ne peut se comprendre qu'à travers la reconnaissance d'autrui. C'est ici qu'apparaît le célèbre conflit du maître et de l'esclave. 5e étape, la raison. Convaincue d'avoir dépassé toutes les illusions, la conscience pense pouvoir expliquer et structurer le monde uniquement par la raison. Mais elle se heurte aux contradictions de la morale, de l'histoire et de la réalité sociale. Elle comprend que la raison n'est pas une faculté neutre et détachée, mais qu'elle participe au mouvement du réel. Les étapes 4 et 5 décrivent le rapport à soi de la conscience, qui tente de se comprendre indépendamment du monde extérieur. 6e étape, l'esprit. La conscience comprend qu'elle n'est pas un individu isolé, mais qu'elle fait partie d'une histoire, d'une culture et d'un collectif. Elle réalise que ni l'individu seul, ni une société figée ne détient la vérité, mais que la vérité se construit dialectiquement dans un mouvement entre les deux. 7e et dernière étape, la religion et le savoir absolu. La conscience atteint d'abord la religion, qui tente d'exprimer l'absolu à travers des images et des récits symboliques. Mais ces représentations restent limitées. Elle doit alors aller au-delà de la religion, dépasser ces images pour atteindre la vérité absolue. Dans les étapes 6 et 7, la conscience s'intègre activement dans le réel jusqu'à réaliser qu'elle y était incluse depuis toujours. À travers ce voyage, Hegel nous montre aussi que la vérité n'est pas un état figé, mais une dynamique qui évolue sans cesse avec une règle perpétuelle. Ce que nous croyons vrai aujourd'hui n'est en fait qu'un moment du processus dialectique. Mais chaque illusion dépassée nous rapproche d'une compréhension plus profonde du réel. Et maintenant, après le rappel de ces fondements, plongeons ensemble dans le chemin de la conscience dans son développement, en commençant par la certitude sensible. Nous commençons à présent le voyage de la conscience, et la première étape que décrit Hegel est celle de la certitude sensible. À ce stade, la conscience croit encore que la vérité est immédiate et qu'elle lui est donnée directement par les sens. Mais cette certitude des sens ne résiste pas à l'examen. En cherchant à saisir l'immédiateté du réel, la conscience va se heurter à une contradiction interne qui l'oblige à aller plus loin. Ce que Hegel va montrer, c'est que cette apparente évidence est en fait une illusion, et que la conscience va devoir dépasser cette croyance naïve pour progresser vers une compréhension plus profonde du réel. La conscience est convaincue que la vérité se trouve dans l'immédiateté de ce qu'elle perçoit. Elle pense que ce qu'elle voit, entend ou touche est le réel même, sans médiation, sans intermédiaire. C'est une attitude spontanée. Ce que je vois est ce qui est. Hegel prend un exemple simple. Si je dis « cet objet est ici et maintenant », ça signifie que je crois que ma perception me donne accès directement à une vérité immédiate et irréfutable. Si on suit cette logique, ça veut dire que la conscience pense que la vérité se trouve dans l'objet lui-même, indépendamment d'elle, et que l'acte de percevoir est passif, c'est-à-dire que je ne fais que recevoir la vérité par mes sens, sans intervenir. C'est juste la lumière qui ne fait que réfléchir sur l'objet et qui parvient jusqu'à mes yeux. C'est une approche qui semble évidente et naturelle, et c'est aussi pour ça qu'elle est la première étape du parcours de la conscience. Mais Hegel va nous montrer que cette apparente évidence ne tient pas sous l'analyse. Et oui, la certitude sensible se heurte rapidement à une contradiction majeure. Ce qu'elle pense être immédiat est en réalité médiatisé. Voilà pourquoi. Examinons cette phrase. Cet objet est ici et maintenant. Premier problème, l'instant et le lieu sont relatifs. Cet objet est ici. Mais où est ici ? Pour moi, ici est un endroit précis, à une certaine distance de mon corps. Mais si je bouge, cette distance change, et donc mon ici change. Cet objet est maintenant. Mais qu'est-ce que maintenant ? Le moment où je prononce cette phrase s'écoule déjà. Et donc, ce que je croyais être une vérité fixe et immédiate s'avère en réalité mouvant et insaisissable. Le ici et maintenant, que je pensais fixe dans l'espace et dans le présent, change à chaque instant et selon ma position.
Deuxième problème, la conscience elle-même est active dans ce qu'elle perçoit. Et oui, je crois que je me contente d'observer l'objet passivement. Mais en réalité, c'est moi qui dis « cet objet est ici et maintenant ». Ce simple fait montre que je ne fais pas que percevoir, j'interviens déjà dans la construction de ce savoir. La conscience découvre donc qu'elle joue un rôle actif dans l'acte de connaître. Elle ne reçoit pas passivement la vérité, elle la produit déjà en nommant et en identifiant ce qu'elle perçoit. La certitude sensible, c'est-à-dire la certitude des sens, est donc une illusion. Ce qui semblait immédiat est en réalité médiatisé par l'activité de la conscience. Comprenez bien, pourquoi dire que cette vérité est médiatisée? Parce qu'au départ, la conscience croit que la vérité est extérieure à elle, qu'elle lui est simplement donnée. Mais elle réalise ici que la vérité qu'elle perçoit dépend d'elle-même, de sa position, de son instant et même du fait qu'elle formule cette vérité. La conscience réalise alors qu'elle n'est pas passive, elle intervient activement dans sa quête de la vérité. Cette première étape est cruciale parce qu'elle marque la première des illusions de la conscience. La conscience se rend donc compte que la vérité n'est pas simplement donnée par les sens. Et oui, ce que je vois dépend de ma position dans l'espace et dans le temps, mais aussi de l'interprétation que j'en fais. Et oui, rien qu'en nommant, j'interprète. Autrement dit, mes sens ne me donnent pas une vérité brute, mais une vérité déjà transformée par ma propre conscience. La conscience réalise qu'elle ne peut pas se contenter de cette certitude naïve des sens. Et donc, pour accéder à une vérité plus stable et objective, elle doit dépasser cette évidence apparente. Cette contradiction interne entre sa croyance en la certitude des sens et son analyse rationnelle devient intenable. Ce conflit la pousse vers la deuxième étape de son voyage, la perception, où elle va tenter de structurer le monde en catégories universelles, plutôt que de s'appuyer uniquement sur ses impressions immédiates données par les sens. Notez qu'à ce stade, la conscience ne dépasse pas encore totalement l'illusion de l'immédiateté, mais elle change d'approche. Plutôt que de croire que la vérité est directement donnée par les sens, elle commence à comprendre que les objets ne sont pas simplement donnés comme des impressions brutes et qu'il existe des principes ou des schémas qui permettent de les regrouper, de les stabiliser et de leur donner du sens. C'est ce qui nous amène à la prochaine étape de son voyage, la perception. Nous poursuivons le voyage de la conscience et après la certitude sensible, la conscience entre dans une nouvelle phase, la perception. À ce stade, elle a compris que la vérité n'est pas simplement donnée immédiatement par les sens. Elle sait désormais que l'immédiateté est une illusion, car la perception dépend du point de vue du sujet, lieu et instant. Aussi, rien qu'en nommant le réel, elle s'est rendue compte qu'elle l'interprétait déjà. Mais la conscience ne va pas renoncer à la vérité, elle va juste changer de stratégie. Plutôt que de croire que la vérité est dans les impressions brutes des sens, elle va maintenant chercher une vérité plus stable. Elle va essayer d'organiser les objets perçus en catégories stables et objectives. Elle va tenter de dépasser la subjectivité du ici et maintenant en recherchant des propriétés générales et stables des objets, qui lui sembleront indépendantes de son point de vue. La conscience commence à comprendre que les objets ne sont pas simplement donnés comme des impressions brutes, mais qu'il existe des principes ou des schémas qui permettent de les regrouper, de les stabiliser et de leur donner du sens. Plutôt que de dire « ceci est un objet que je perçois ici et maintenant », la conscience va chercher à déterminer ce qu'est cet objet. Elle va classer cet objet en fonction de ses propriétés générales et objectives, indépendamment de sa simple apparition sensible. Prenons un exemple concret. Au stade de la certitude sensible, je disais « ceci est un fruit que je perçois ici et maintenant ». Au stade de la perception, je vais plus loin. Ceci est une pomme. Elle est rouge, elle est ronde, elle a une certaine texture. À cette étape, la conscience pense donc s'approcher d'une vérité plus objective, indépendante d'elle, en classant et en identifiant les objets selon leur qualité stable et universelle. Mais Hegel va montrer que cette nouvelle approche comporte une nouvelle contradiction fondamentale. Voici comment. Un objet n'a pas une seule qualité stable,
mais toute une multitude de propriétés qui sont changeantes. Par exemple, une pomme n'est pas que rouge, elle peut être verte, jaune, plus ou moins sucrée, plus ou moins dure. Et donc, qu'est-ce qui définit vraiment un objet? Est-ce que c'est sa couleur, sa texture, son goût, son poids? On ne peut pas répondre à cette question. Ces propriétés ne sont pas stables. La conscience croyait que la vérité se trouvait dans la perception de propriétés objectives. Mais elle réalise qu'elle ne peut jamais saisir l'objet, car elle sélectionne toujours certaines propriétés qui sont en fait fluctuantes, tout en ignorant d'autres. C'est elle-même qui décide quelles propriétés sont pertinentes ou non. Il reste donc une part de subjectivité. La conscience se retrouve alors face à une nouvelle difficulté insurmontable. Si toutes les qualités sont changeantes et subjectivement sélectionnées, alors comment est-ce qu'elle peut fonder une connaissance stable et universelle? La conscience est maintenant face à une nouvelle limite. Déjà, on a vu qu'elle ne pouvait plus croire en l'immédiateté sensible. Mais désormais, elle ne peut pas non plus se fier entièrement à la perception, car elle se rend compte qu'elle est toujours active dans la construction du réel. C'est elle qui sélectionne les propriétés des objets pour les classifier, d'autant plus que les propriétés des objets sélectionnés sont changeantes, comme on l'a vu avec la pomme. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va encore changer de stratégie. Comme elle ne peut pas se fier aux qualités sensibles et changeantes, elle va maintenant chercher un principe plus profond pour organiser le monde. Elle va essayer de trouver une loi ou une force supérieure qui régit et explique ces phénomènes changeants. C'est précisément ce qui va nous mener à la troisième étape du voyage de la conscience, la force et l'entendement, où elle tentera de comprendre le monde à travers des lois et des principes rationnels. En résumé, pour bien comprendre, voici le parcours de la conscience jusqu'ici. Certitude sensible. La conscience croyait que la vérité était dans l'immédiateté des sens. Illusion. Perception. La conscience croyait que la vérité était dans les qualités objectives des objets. Illusion. Mais malgré ces désillusions successives, la conscience ne renonce pas. Chaque échec la pousse à revoir son approche et à chercher une nouvelle voie, en cherchant cette fois-ci un principe plus profond, une loi rationnelle qui expliquerait le monde réel. C'est donc à cette nouvelle étape que nous allons nous intéresser maintenant, la force et l'entendement. Nous poursuivons le voyage de la conscience et après la certitude sensible et la perception, elle entre maintenant dans une nouvelle phase, la force et l'entendement. Jusqu'ici, la conscience a subi deux désillusions. À l'étape de la certitude sensible, elle croyait que la vérité était immédiatement donnée par les sens. Illusion. À l'étape de la perception, elle croyait que la vérité était dans les propriétés objectives des objets. Illusion. Mais malgré ces échecs, la conscience ne renonce pas. Elle va une nouvelle fois changer de stratégie. Plutôt que de chercher la vérité dans les objets eux-mêmes, elle va maintenant chercher à comprendre ce qui se cache derrière ces objets. Elle se dit, si les propriétés des objets sont multiples et changeantes, alors ce qui importe, c'est peut-être pas l'objet lui-même, mais la force ou la loi qui gouverne ces variations. Elle veut désormais aller au-delà des apparences données par les sens. Elle veut maintenant découvrir les principes rationnels qui structurent le réel. Comme les propriétés des objets sont fluctuantes et instables, la conscience va tenter de les expliquer par quelque chose de supérieur, par quelque chose qui ne se voit pas, mais qui cause et régit les phénomènes observés par les sens. Exemple, dans la perception, je voyais une pomme rouge, puis une autre verte. Maintenant, je me dis, c'est pas la couleur qui définit réellement la pomme, car elle change. Ce qui définit la pomme, c'est la force ou la loi cachée qui fait que cette pomme est ce qu'elle est. C'est-à-dire le principe qui explique sa croissance, sa maturité, son changement de couleur, etc. La conscience adopte donc une nouvelle approche rationnelle. Elle cesse de s'attacher aux qualités visibles et maintenant elle cherche la force ou la loi sous-jacente qui explique les propriétés et les qualités des objets. Elle croit alors que la vérité se trouve dans l'entendement, c'est-à-dire dans la capacité rationnelle à saisir ces lois. C'est alors qu'apparaît une nouvelle croyance. La conscience pense que ce sont les forces invisibles qui gouvernent les phénomènes observés par les sens, et que la connaissance consiste à formuler des lois rationnelles qui expliquent le réel. Mais Hegel va montrer que cette nouvelle approche contient une contradiction majeure. Pourquoi ?
Parce que la conscience croit avoir trouvé, via l'entendement, un principe fixe et stable, les forces ou lois cachées. Mais elle se rend compte qu'elle ne peut jamais saisir directement ces forces. Elle ne perçoit que leurs effets, jamais la force ou la loi elle-même. Reprenons l'exemple de la pomme. La conscience pensait que ce n'est pas la couleur qui définit la pomme, mais la force ou la loi qui la fait mûrir. Très bien. Mais est-ce qu'elle peut voir directement cette force ou cette loi? Non. Elle ne perçoit que les transformations de la pomme, rouge, verte, jaune, pas la force ou la loi elle-même. C'est ici que la contradiction apparaît. Thèse. La conscience pensait que la vérité se trouvait dans la force ou la loi cachée qui explique les phénomènes. Antithèse. Elle découvre qu'elle ne peut jamais saisir directement cette force ou cette loi, mais seulement ses manifestations. Elle se retrouve donc dans une impasse. D'un côté, elle ne peut pas se contenter des phénomènes issus des sens, elle sait qu'ils changent. De l'autre, elle ne peut pas non plus atteindre directement les forces ou les lois cachées, parce qu'elles lui échappent toujours. La conscience réalise alors que les lois qu'elle établit ne sont que des constructions intellectuelles, que des modèles qui ne suffisent pas pour expliquer le réel. Elle ne voit que les manifestations, que les effets de ces lois. La conscience est désormais face à une nouvelle limite. Elle a compris que la vérité n'est ni dans les qualités issues des sens, ni dans les forces ou les lois invisibles, car qualité et loi restent toujours hors de portée, et aussi elle se rend compte que les lois rationnelles ne sont que des modèles qu'elle construit, et qui ne permettent jamais d'accéder totalement au réel. Mais encore une fois, la conscience ne va pas s'arrêter là. Une nouvelle prise de conscience va encore la faire progresser. Elle va comprendre qu'elle ne peut pas expliquer le réel uniquement en cherchant des lois extérieures. Elle commence alors à se tourner vers elle-même et à se questionner sur son propre rôle dans la quête du savoir. Elle se dit alors, peut-être que tenir compte de ma propre activité de pensée est nécessaire pour comprendre le réel. C'est cette réflexion qui va nous amener à la 4e étape du voyage, la conscience de soi. Pour bien comprendre, rappelons l'évolution de la conscience jusqu'à présent. Certitude sensible. La conscience croyait que la vérité était dans l'immédiateté des sens, ici et maintenant. Illusion. Perception. La conscience croyait que la vérité était dans les qualités objectives des objets. Couleur, taille, texture. Illusion. Force et entendement. La conscience croyait que la vérité était dans les lois rationnelles qui expliquent le réel. Nouvelle illusion. Mais à chaque fois, la désillusion lui permet d'aller plus loin. Vous savez, elle me touche profondément cette conscience, parce qu'elle ne lâche rien. Et cette fois-ci, elle va prendre un virage fondamental. Elle ne va plus chercher la vérité à l'extérieur d'elle-même, dans les objets ou dans les lois cachées, parce qu'elle n'y a rien trouvé, mais en elle-même. Elle va se tourner vers elle-même. Ce nouveau questionnement va donner naissance à un véritable progrès dans son parcours. La conscience va prendre conscience d'elle-même. Elle va se rendre compte que son propre rôle dans la construction du savoir est essentiel. C'est cette nouvelle étape que nous allons maintenant explorer, la conscience de soi. Nous poursuivons le voyage de la conscience et après la certitude sensible, la perception et la force et l'entendement, elle entre maintenant dans une nouvelle phase cruciale, la conscience de soi. Jusqu'ici, la conscience a cherché la vérité à l'extérieur d'elle-même. Certitude sensible, elle pensait que la vérité était immédiatement donnée par des sens. Illusion. Perception, elle croyait que la vérité était dans les qualités objectives, dans les propriétés des objets. Illusion. Force et entendement, elle croyait que la vérité était dans les lois rationnelles qui expliquent le réel. Illusion. Mais cette fois, la conscience va changer complètement d'orientation. Elle va prendre un tournant radical. Elle cesse de chercher la vérité dans le monde extérieur et se tourne vers elle-même. Elle se dit, si je ne peux pas atteindre directement le réel à travers les sens, ni à travers les lois rationnelles que j'établis, alors peut-être que la clé du savoir est en moi. Peut-être que comprendre mon propre rôle dans cette quête de vérité est fondamental. Ce changement marque une véritable transformation dans son parcours. La conscience va prendre conscience d'elle-même. Dans cette nouvelle phase, la conscience comprend qu'elle n'est pas un simple spectateur passif du monde. Elle se rend compte qu'elle est un sujet actif dans la production du savoir. Elle réalise plusieurs choses fondamentales. Jusqu'ici, elle a toujours supposé que le réel existait indépendamment d'elle. Mais maintenant,
Elle voit que sa propre activité de pensée joue un rôle déterminant dans la construction du savoir. Elle prend alors conscience qu'elle se pense elle-même, autrement dit que sa propre existence devient un objet de réflexion. Exemple, avant elle disait « voici une pomme ». Maintenant elle dit « je suis celui qui perçoit et pense la pomme ». Ce passage est essentiel parce que pour la première fois, la conscience ne se définit plus seulement par rapport au monde, mais aussi par rapport à elle-même. Elle commence à se reconnaître comme un être pensant qui se pose des questions sur lui-même. Mais cette nouvelle prise de conscience va rapidement se heurter à une contradiction majeure. Hegel montre que cette nouvelle étape contient une contradiction fondamentale. Quand elle prend conscience d'elle-même, la conscience se croit immédiatement autonome. Elle se dit « maintenant que je me pense moi-même, je suis un sujet pleinement libre et indépendant, sans avoir besoin d'un autre que moi. » Mais elle réalise vite une limite essentielle, elle ne peut pas se définir seule. Pour se définir, elle a besoin d'une autre conscience qui la reconnaît en tant que conscience. Et oui, imaginons un individu qui se croit fort, mais que personne ne le reconnaît comme tel. Est-ce qu'il est vraiment fort? C'est ici que naît un conflit profond. Thèse. La conscience pense qu'elle peut exister seule. Elle pense qu'elle peut être un être autonome. Antithèse. Mais elle découvre qu'elle ne peut se reconnaître en tant que conscience que si une autre conscience la reconnaît aussi. Ce tiraillement entre son désir d'indépendance et son besoin de reconnaissance va donner lieu à une nouvelle tension intenable et va mener à une lutte pour la reconnaissance, le conflit du maître et de l'esclave. Hegel nous montre que cette contradiction ne peut pas rester théorique. Elle va se traduire dans le réel par un affrontement entre consciences. C'est ce qui va mener à la dialectique du maître et de l'esclave. Deux consciences entrent en conflit car chacune veut être reconnue par l'autre. À un moment donné, une conscience prend le dessus sur l'autre et devient le maître, tandis que l'autre devient esclave. Mais paradoxe, le maître réalise qu'il dépend de l'esclave pour être reconnu. Et oui, sans l'esclave, le maître ne peut pas affirmer sa supériorité. Autrement dit, le maître réalise qu'il a besoin de l'esclave pour exister. Ce passage révèle une chose fondamentale. Une conscience ne peut pas s'affirmer seule. Elle ne peut exister qu'à travers la reconnaissance d'une autre conscience. D'ailleurs, Hegel appelle conscience malheureuse une conscience qui prend conscience de son incomplétude, qui réalise qu'elle ne peut pas se suffire à elle-même. Cette prise de conscience marque un tournant. La conscience ne se pense plus uniquement comme individuelle, elle comprend que son développement passe par l'interaction avec d'autres consciences et elle réalise que son rapport au réel est avant tout un rapport à l'autre. Mais cette étape de la lutte pour la reconnaissance ne résout pas la contradiction. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, le maître est reconnu, mais pas par une conscience qui l'affirme librement. Il est reconnu sous la contrainte par une conscience dominée. Le maître ne peut donc pas se reconnaître pleinement dans cette relation. Et aussi parce que le maître dépend du travail de l'esclave. Le maître ne produit rien lui-même. Il dépend donc de la conscience qu'il prétend dominer. Cette reconnaissance est donc imparfaite et insuffisante. Voilà pourquoi cette contradiction pousse nécessairement la conscience vers une nouvelle phase, la raison. Pour résumer, à ce stade, la conscience a accompli un progrès essentiel. Elle ne cherche plus seulement la vérité à l'extérieur d'elle-même, mais aussi en elle-même. Elle comprend que son identité dépend aussi de la reconnaissance des autres. Et elle découvre qu'elle est un sujet actif, en relation avec d'autres consciences. Mais deux questions subsistent. Comment elle peut dépasser cette lutte pour la reconnaissance qui est insuffisante comme on l'a vu? Et comment elle peut établir une compréhension du réel qui ne soit pas juste issue d'un simple affrontement entre consciences? C'est ici que va naître une nouvelle tentative de la conscience dans sa quête du savoir. Elle va croire que la raison peut lui apporter une solution. Elle va se dire, plutôt que de rester prisonnière d'une lutte insatisfaisante et sans fin, peut-être que la vérité réside dans une raison capable de dépasser ces tensions et d'établir un savoir universel. La conscience va donc maintenant essayer de tout expliquer à travers la raison, en cherchant à organiser le réel de manière cohérente et rationnelle. C'est ce qui nous amène à la 5e étape du voyage de la conscience, la raison.
Nous poursuivons notre voyage avec une étape déterminante, la raison. Après avoir découvert que la vérité ne pouvait pas être atteinte immédiatement par les sens, ni par la perception ou l'entendement, puis après avoir compris qu'elle devait se tourner vers elle-même et reconnaître son lien avec les autres consciences, la conscience entre maintenant dans une nouvelle phase de son évolution. Elle se dit, si le conflit entre les consciences ne m'a pas permis d'accéder à la vérité, alors peut-être que la clé du savoir est dans la raison. Peut-être que la raison me permettra d'organiser le réel de manière totalement cohérente. Voilà ce qu'elle pense. Mais attention à ne pas confondre raison et entendement. Dans une étape précédente, l'entendement permettait à la conscience d'analyser le monde en établissant des lois, des catégories fixes et séparées pour expliquer les phénomènes. L'entendement est donc une forme avancée de la pensée. Il découpe et classe le réel, mais sans chercher à en saisir la cohérence globale. La raison, en revanche, va plus loin que l'entendement. La raison ne se contente plus de classer et d'ordonner les phénomènes séparément, mais elle cherche aussi à comprendre leurs interactions et à intégrer leurs contradictions. L'entendement sépare et classe, la raison intègre et relie. La conscience fait donc un pari fondamental. Elle croit que tout peut être ramené à des principes rationnels, que tout ce qui existe peut être compris et expliqué par la raison. Exemple concret. Les lois scientifiques peuvent expliquer la nature. Les principes éthiques peuvent organiser la société de manière juste. La pensée rationnelle peut nous permettre de distinguer le vrai du faux, le bien du mal, etc. La raison devient alors une puissance universelle, capable de rendre cohérente la totalité du réel. Mais Hegel montre que cette nouvelle tentative renferme une contradiction majeure qui ne va pas tarder à apparaître. Et oui, la conscience découvre rapidement un problème fondamental. Pourquoi ? Premier problème, la raison cherche des principes absolus, mais le réel est mouvant, en perpétuelle évolution. Exemple, la science établit des lois physiques, mais ces lois évoluent constamment. Ce qui semblait vrai hier peut s'avérer faux et dépassé aujourd'hui. Deuxième problème, la raison veut ordonner le monde rationnellement, mais le réel est pétri de contradictions. Exemple, la morale cherche à définir des principes rationnels du bien et du mal, mais chaque époque et chaque culture ont des valeurs différentes. Troisième problème, la raison veut imposer un ordre logique au réel, mais le réel ne s'y laisse pas enfermer. Exemple, les sociétés sont en perpétuelle transformation, rendant difficile toute tentative de prédiction ou d'organisation définitive de l'avenir. Conclusion, par la raison, la conscience voulait atteindre un savoir absolu, rationnel et figé, mais elle découvre que la connaissance est un processus en mouvement, parce que le réel est en perpétuelle évolution. La conscience se heurte donc à une nouvelle contradiction interne. Hegel montre donc que la raison, en voulant tout expliquer, se heurte à ses propres limites. Pour être pleinement rationnelle, la raison doit intégrer ses propres contradictions et reconnaître qu'elle fait elle-même partie du développement du réel. Dit autrement, la raison ne peut plus simplement chercher à imposer un ordre absolu au réel, elle doit aussi, et surtout, reconnaître que le réel est en perpétuelle transformation et que la raison elle-même fait partie de ce mouvement. Cette prise de conscience marque un tournant. Désormais, la conscience ne va plus seulement chercher la vérité dans les lois abstraites et figées, elle va tenter de comprendre le réel dans son développement historique et collectif. C'est ainsi qu'elle entre dans l'étape de l'esprit. Jusqu'ici, la conscience s'est développée comme un individu isolé, cherchant à comprendre le monde à partir de sa propre raison. Mais elle comprend maintenant qu'elle ne peut pas seule tout expliquer. Elle se dit « Je ne peux pas comprendre le réel uniquement à travers ma propre pensée individuelle. Je dois voir plus large, comprendre l'histoire, comprendre les cultures, les institutions, comprendre tout ce qui a façonné la pensée humaine. » C'est à ce moment que la conscience va entrer dans une nouvelle dimension. Elle réalise que l'esprit humain ne se développe pas individuellement, mais collectivement, à travers l'histoire et la culture. C'est ainsi qu'elle accède à la 6e étape de son voyage, l'esprit. Nous continuons notre voyage et nous arrivons maintenant à une étape décisive, l'esprit. Jusqu'ici, la conscience a progressé seule,
cherchant à comprendre le réel d'abord à travers les objets extérieurs, certitudes sensibles, perception, entendement, puis en se tournant vers elle-même, conscience de soi, raison, mais à chaque étape, elle s'est heurtée à des contradictions internes qu'elle devait dépasser. La conscience comprend maintenant qu'elle ne peut plus s'enfermer dans une vision purement individuelle du savoir. Elle réalise que la vérité ne se trouve ni dans les objets isolés, ni dans une pensée rationnelle détachée du monde, mais dans une totalité vivante, c'est-à-dire un développement, un processus en mouvement où les individus, les sociétés et l'histoire interagissent et se transforment mutuellement. La conscience se dit, si je veux comprendre le réel dans sa totalité, je dois aller au-delà de ma perspective individuelle et reconnaître que mon savoir est façonné par un ensemble plus vaste, l'histoire humaine, les institutions, la culture et la société. La conscience fait donc ici une avancée majeure. Elle comprend que l'individu seul ne peut pas atteindre la vérité absolue. C'est-à-dire que le savoir ne se construit pas uniquement par une réflexion intérieure, mais aussi via les expériences collectives de l'humanité. Elle comprend que la vérité n'existe pas en dehors du mouvement du réel, c'est-à-dire en dehors de son développement, mais qu'elle se construit à travers l'histoire, les sociétés, les institutions et la culture. Et elle comprend que le savoir n'est pas statique, il évolue dialectiquement à travers le temps, c'est-à-dire en tenant compte et en dépassant les contradictions des sociétés et des époques. Dans cette nouvelle perspective, la vérité absolue n'est plus une idée figée dans une conscience isolée. Elle est un processus vivant, un développement dialectique, une totalité en devenir qui se réalise à travers l'évolution de l'humanité. Mais Hegel montre que cette avancée va elle aussi révéler une contradiction interne. Thèse, comme on disait, la conscience comprend qu'elle ne peut pas se penser indépendamment du collectif. Elle comprend qu'elle est façonnée par une histoire plus vaste. Antithèse, mais en même temps, comment peut-elle être réellement libre si sa pensée est influencée par des structures sociales, des institutions et une culture qu'elle n'a pas choisie? La conscience se heurte donc à un nouveau conflit. D'un côté, elle reconnaît que l'histoire, la société et les institutions sont nécessaires dans sa quête de la vérité. De l'autre, elle veut encore se voir comme un individu libre et autonome. Exemple, un individu grandit avec les concepts, les valeurs et le cadre culturel que sa société lui impose. Mais en même temps, il veut être autonome et capable de penser par lui-même. La contradiction interne est donc la suivante. La conscience admet qu'elle est un produit de l'histoire et de la société, mais elle refuse de se voir comme entièrement déterminée par elle. Pour dépasser cette contradiction, la conscience doit faire une nouvelle avancée. Elle doit assimiler que l'individu et le collectif ne sont pas opposés, mais qu'ils se développent et s'entretiennent dialectiquement. Ce n'est pas soit l'individu, soit la société. C'est le mouvement entre les deux qui produit la vérité. Pourquoi ? Parce que l'individu transforme la société en participant activement à son évolution, à travers l'art, la politique, la philosophie, la science. Et parce que, en retour, la société transforme l'individu en lui fournissant des structures de pensée, des institutions, une culture, les valeurs qui lui permettent d'évoluer. Et donc, la conscience ne doit plus se voir comme un individu isolé en opposition avec la société, mais comme un élément actif dans un mouvement plus vaste. La conscience prend ici conscience que l'histoire humaine est un processus où l'individu et le collectif s'influencent mutuellement, et que la vérité absolue n'est pas une compréhension achevée de l'absolu uniquement produite par sa propre conscience. Désormais, la conscience réalise que sa compréhension achevée de l'absolu est aussi issue d'une dynamique constante entre l'individu et le collectif. Et si vous vous rappelez de ce qu'on a vu en début de vidéo, c'est ce qu'on appelle l'esprit. En début de vidéo, nous avions dit que l'esprit est la vérité absolue dans son mouvement, c'est-à-dire la compréhension achevée de l'absolu par la conscience dans son mouvement. Maintenant, pour être plus juste, on peut compléter cette définition. L'esprit est la vérité absolue dans son mouvement en perpétuelle réalisation, mouvement qui inclut et se réalise à travers la conscience, l'histoire et la société. C'est ça l'esprit. La conscience a accompli un progrès immense.
Elle a compris que la vérité ne se trouve ni dans les objets extérieurs, ni dans une pensée individuelle isolée, mais dans l'esprit, c'est-à-dire dans un mouvement plus vaste qui inclut l'histoire, la culture et la société. Mais alors, un dernier problème se pose. L'esprit peut-il se comprendre lui-même? L'esprit peut-il se comprendre lui-même? Mais pourquoi cette question est essentielle? Parce que si la vérité absolue est une compréhension achevée, alors atteindre la vérité absolue ne peut pas se limiter à constater que l'esprit est un mouvement en perpétuelle réalisation. La vérité absolue doit aussi inclure la compréhension que l'esprit a de lui-même. Autrement dit, elle doit aussi intégrer la logique sous-jacente, le sens, l'explication de ce tout en mouvement qu'est l'esprit. Si l'esprit ne peut pas se comprendre lui-même dans son propre développement, s'il ne porte pas en lui-même l'intelligibilité de son propre mouvement, alors la vérité absolue reste incomplète. On ne peut plus parler de compréhension achevée. Quelque chose manque encore, quelque chose qui n'a pas été compris. C'est pourquoi la conscience se demande si l'esprit peut véritablement atteindre une compréhension totale de son propre processus. Pour résumer et pour bien comprendre, la contradiction interne précédente a été déplacée sur une nouvelle contradiction. Thèse. La vérité absolue est une compréhension achevée, donc elle doit inclure la logique du mouvement de l'esprit, c'est-à-dire qu'elle doit non seulement comprendre que l'esprit est un mouvement en perpétuelle réalisation, mais aussi comprendre ce mouvement lui-même. Antithèse. Pour que cette compréhension soit achevée, il faudrait que l'esprit puisse lui-même se comprendre. Or, l'esprit n'est pas une conscience individuelle, mais un processus en perpétuelle réalisation. Ce qui pose un problème. Un processus en perpétuelle réalisation, comme l'esprit, peut-il se comprendre lui-même? Cette question hante la conscience. Mais comment pourrait-elle savoir si l'esprit est capable de se comprendre lui-même? Avant de poursuivre le voyage de la conscience, il faut comprendre une chose essentielle. Un processus qui se comprend lui-même, c'est un processus qui rend explicite sa propre dynamique dialectique. Autrement dit, l'esprit, qui est la vérité absolue dans son mouvement, ne doit pas seulement se déployer perpétuellement. Il doit aussi révéler la loi de son propre développement. Pour que la conscience atteigne la vérité absolue, l'esprit doit rendre manifeste, de manière intelligible, la logique qui le guide. C'est pourquoi la conscience se tourne vers la religion. Elle espère y trouver des expressions symboliques et manifestes de cette loi du mouvement de l'esprit. À travers les récits, les rites et les images religieuses, elle cherche une traduction explicite du sens du tout, une manière pour l'esprit de se rendre lui-même compréhensible. La religion et le savoir absolu constituent donc la 7e et dernière étape de son voyage avant d'atteindre la vérité absolue. Nous sommes arrivés à la dernière étape du voyage de la conscience, la religion et le savoir absolu. À ce stade, la conscience a compris que la vérité se réalise dans un mouvement historique et collectif, l'esprit. Mais la conscience commet encore une erreur fondamentale. Elle perçoit ce mouvement comme extérieur à elle. Elle voit bien que l'histoire, la culture et la société évoluent dialectiquement, mais elle ne réalise pas encore qu'elle fait elle-même partie de ce mouvement. Elle ne comprend pas encore que son propre développement intérieur est à la fois une manifestation et une contribution au mouvement dialectique de l'esprit. Elle croit encore qu'il existe une séparation entre l'esprit et son propre développement personnel, même si elle constate le déploiement de l'esprit. Mais quand elle prendra conscience qu'elle contribue à l'esprit et qu'elle en est aussi une manifestation, elle atteindra la vérité absolue. Parce qu'elle croit être extérieure à l'esprit, la conscience se pose alors une question décisive. L'esprit peut-il se comprendre lui-même? Elle ne voit pas l'esprit comme un individu, mais comme un mouvement en perpétuelle réalisation. Elle constate que l'esprit est un processus historique qui se développe dialectiquement à travers les contradictions et leurs dépassements. Et donc elle se demande comment un tel processus peut-il atteindre une compréhension achevée de lui-même? C'est cette question qui hante encore la conscience et qui la pousse à se tourner vers la religion. La conscience décide de se tourner vers la religion qui a toujours été une tentative pour exprimer le tout, mais sous une forme imagée,
Dieu, le divin, les récits sacrés, est sous une forme extérieure à la conscience. À ce stade, la conscience perçoit donc la vérité absolue comme une vérité qui existe, mais qui s'exprime encore sous une forme symbolique et extérieure à elle. Rappelons aussi que la conscience n'est pas encore consciente qu'elle est incluse dans l'esprit. À ce stade, la conscience est donc toute proche d'atteindre la vérité absolue. Mais il lui manque deux éléments pour atteindre son but. Premier élément, la conscience ne réalise pas encore qu'elle est incluse dans l'esprit. En fait, elle cherche encore la vérité absolue comme quelque chose d'extérieur à elle, notamment par le biais de la religion. Deuxième élément qui lui manque, la conscience ne réalise pas encore son rôle actif dans le développement de sa propre compréhension de l'absolu. Compréhension qui est pourtant sur le point d'aboutir. C'est en dépassant ces deux derniers obstacles en même temps que la conscience atteint la vérité absolue. Une contradiction interne majeure apparaît alors. Thèse, la conscience constate que la religion exprime le tout, qu'elle en donne une intuition profonde. Antithèse, mais la religion le fait sous une forme extérieure à la conscience et à travers des symboles et des récits. En se tournant vers la religion, la conscience réalise qu'elle ne peut pas se contenter d'une image extérieure à elle de ce tout. Pour réellement atteindre la vérité absolue, cette représentation imagée doit être dépassée en un savoir de la conscience qui est pleinement rationnel et conscient de lui-même, c'est-à-dire un savoir qui ne repose plus sur des images extérieures, mais sur une compréhension interne, réfléchie et fondée sur le processus dialectique lui-même. Comment y arriver? Il faut deux choses. Un savoir de la conscience pleinement rationnel doit être total. La conscience doit donc réaliser qu'elle n'est pas extérieure à l'esprit, qu'elle y est aussi incluse, c'est la première chose. Deuxième chose, pour qu'un savoir soit pleinement conscient de lui-même, il doit comprendre son propre développement, comment il s'est lui-même formé, ce qui signifie que la conscience doit comprendre son propre parcours, jusqu'à réaliser que c'est elle-même qui produit sa propre compréhension de l'absolu. Vous voyez bien que ces deux points rejoignent naturellement les deux éléments manquants à la conscience pour atteindre la vérité absolue. Et donc, pour réaliser ce dépassement final, deux prises de conscience doivent se produire simultanément. Premièrement, la conscience doit reconnaître qu'elle fait partie de l'esprit. L'esprit n'a jamais été extérieur à elle, elle y est intégrée depuis toujours. Deuxièmement, la conscience doit réaliser qu'elle est elle-même le moteur de sa propre compréhension de l'absolu, du mouvement dialectique qui l'a conduite jusqu'ici. Et comment est-ce qu'elle réalise ces deux prises de conscience? En faisant sa propre introspection, en se retournant vers son propre parcours. Pour le comprendre, c'est-à-dire pour comprendre comment elle est passée par toutes ces étapes dialectiques. Pour comprendre que chaque illusion dépassée, chaque contradiction intégrée, était un moment nécessaire à son développement, mais aussi au développement du réel lui-même dans son mouvement, auquel elle a toujours été incluse. Elle prend conscience de tout ceci en faisant son introspection. Introspection sans laquelle elle n'aurait pas pu atteindre la vérité absolue. C'est en parcourant après coup son propre parcours qu'elle peut prendre conscience de son rôle dans son propre parcours. Son introspection après coup est l'élément clé du dépassement final. Ce dépassement final est l'aboutissement du voyage de la conscience. La conscience a donc atteint la vérité absolue, telle que nous l'avions définie au début de cette vidéo. Mais ce savoir n'est pas figé. Il y a aussi une chose essentielle à comprendre et à rappeler. Dans tout ce processus, il y a deux niveaux distincts. Ce que la conscience comprend et le mouvement dialectique au-delà de la conscience qui a rendu possible cette compréhension. Prenons un exemple. Vous lisez un livre et vous comprenez tout ce qu'il contient. Les personnages, l'histoire, la manière dont le tout dans ce livre se déroule, ça, c'est ce que votre conscience comprend. La vérité absolue intègre cette dimension. Mais il y a aussi tout ce qui se joue au-delà de votre lecture et qui a été nécessaire pour que vous puissiez comprendre le livre aujourd'hui. Par exemple, l'instituteur qui vous a appris à lire, vos parents qui vous ont aimé et nourri, l'histoire de votre famille, la fabrication du papier, tout le reste. Tout le reste, c'est un niveau supérieur. C'est la compréhension achevée, dans son mouvement. L'esprit, c'est cette double dimension. D'un côté, il contient tout ce que la conscience a compris
et ce qu'elle va continuer à comprendre. C'est la vérité absolue, point de vue de la conscience. Mais en plus, il contient le mouvement dialectique, au-delà du point de vue de la conscience, mais dont la conscience fait partie, qui a permis d'aboutir à cette compréhension. La vérité absolue, c'est le savoir total non figé, du point de vue de la conscience. L'esprit, c'est ce savoir qui se produit et se réalise lui-même, à travers son propre mouvement dialectique, au-delà du point de vue de la conscience. On passe donc d'une vérité comprise mais non figée, point de vue de la conscience, à une vérité qui se réalise et se comprend elle-même, point de vue universel. Tout au long de ce voyage, la conscience a avancé en se confrontant à ses propres contradictions internes. Finalement, tout au long de ce voyage, ces contradictions n'ont jamais été véritablement dépassées, mais toujours déplacées à un niveau plus large, à un niveau supérieur. À chaque étape, la conscience croyait avoir atteint la vérité, mais le réel lui révélait à chaque fois une nouvelle tension en elle qu'elle devait affronter et atténuer. C'est cette tension, née de chaque conflit interne, qui a finalement été le moteur du développement de la conscience. Chaque obstacle n'a donc pas été un mur, mais une marche de plus à gravir. Ce qui m'a aussi frappé et touché dans tout ce parcours, c'est le basculement introspectif qui a été essentiel. La conscience a progressé en interrogeant le monde. Le réel lui a révélé ses contradictions internes. Mais il a été indispensable qu'elle se comprenne elle-même, qu'elle comprenne son propre cheminement pour atteindre la vérité absolue. Au-delà de toutes ces étapes du voyage que nous avons traversé ensemble, il y a peut-être une chose qui mérite d'être retenue. La conscience n'a jamais renoncé. À aucun moment elle n'a reculé devant la difficulté. Elle a douté, elle a vacillé, elle a remis en question tout ce qu'elle croyait vrai, mais elle n'a jamais cessé d'avancer. Je vous remercie d'avoir parcouru ce voyage de la conscience avec moi. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une prochaine vidéo.